général Tô Lâm participe au 9e congrès national de l'Union des jeunes vietnamiens, souligne le rôle important des jeunes dans la nouvelle ère de la nation. La détermination du parti d'accélérer la rationalisation de l'appareil d'État attire l'attention de la presse et l'appréciation des experts internationaux. La fête de Noël approche à grands pas, l'ambiance de Noël règne déjà dans les paroisses et les diocèses de tout le pays. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce mercredi matin, le secrétaire général Tô Lâm a participé à la séance solennelle du 9e congrès national de l'Union des jeunes vietnamiens, mandat 2024-2029. Le leader du PCV a exhorté l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et l'Union des jeunes vietnamiens à faire valoir le rôle et les contributions des jeunes à l'ère de l'accession nationale. Selon lui, à l'ère de l'ascension nationale, la jeunesse doit s'atteler à de nombreuses tâches révolutionnaires dans les domaines tels que la construction nationale, l'innovation, la transformation numérique et bien d'autres, en s'appuyant sur sa force et sa créativité. Tô Lâm a également souligné l'importance de renouveler en profondeur le fonctionnement des associations de jeunesse afin de rassembler et d'unir les jeunes vietnamiens tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. À l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam, le président Lương Cường est allé rendre visite mercredi au corps d'armée 12 stationné dans la province de Ninh Bình. Le président Lương Cường a demandé au corps d'armée 12 de mettre en œuvre efficacement la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation. Le chef de l'État a en outre insisté sur la nécessité de développer les comités et organisations du parti transparents, solides et puissants, de promouvoir l'étude et le respect de l'idéologie, de la vertu et du style du président Ho Chi Minh, de lutter contre l'individualisme et de défendre fermement les fondements idéologiques du parti. La culture du peuple vietnamien, avec une histoire millénaire, est la force durable de la nation. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Phạm Minh Chính lors de la conférence en ligne pour faire le bilan des travaux réalisés en 2024 et identifier les tâches clés dans le secteur de la culture, des sports et du tourisme pour 2025. Le chef du gouvernement a demandé à ce secteur de développer l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les ressources humaines qualifiées afin de créer des percées dans l'industrie culturelle et de divertissement. Le Premier ministre espère que ce secteur promouvra ses traditions et ses réalisations afin de créer une base solide pour que le pays entre dans une ère de prospérité nationale. Le président de l'Assemblée nationale de Trần Thanh Mẫn a rencontré aujourd'hui les nouveaux ambassadeurs et les chefs des représentations du Vietnam à l'étranger avant qu'ils ne prennent leurs nouvelles fonctions. Trần Thanh Mẫn a déclaré que le parti et l'État attachaient toujours de l'importance aux affaires étrangères dans la cause de la libération nationale dans le passé ainsi que dans la construction et la défense nationale à l'heure actuelle. Il a aussi souligné le rôle des diplomates dans la promotion de l'image et la position du Vietnam sur la scène internationale. Ces jours-ci, la détermination du Parti communiste vietnamien d'accélérer la rationalisation de l'appareil attire l'attention et l'appréciation de la presse internationale. Les experts et investisseurs étrangers suivent de près la mise en œuvre de cette politique visant à simplifier et à rendre plus efficace le fonctionnement de l'appareil d'État. Tout de suite, les détails. Le journal Bloomberg a rapporté: le Vietnam a annoncé les détails d'un plan directeur visant à rationaliser l'appareil gouvernemental en fusionnant les ministères et en réduisant le nombre d'unités d'au moins 15 à 20%. Ce projet de restructuration devra aider à améliorer la qualité des cadres,
des fonctionnaires et des employés de l'État et contribuera à rendre la gestion de l'État plus efficace et efficiente. Bloomberg a également cité le site d'information du gouvernement vietnamien selon lequel la réforme du gouvernement contribuerait à préparer l'entrée du pays dans l'ère de l'ascension nationale. Les experts et investisseurs étrangers estiment qu'il s'agit d'une décision très positive et opportune. De toute évidence, au cours des dernières décennies, les organismes d'État ont réalisé de nombreux progrès avec leur structure actuelle. Cependant, certains ministères ont des tâches qui se chevauchent et manquent de concentration et de clarté dans la gestion étatique. Le secteur foncier, par exemple, est non seulement important pour l'agriculture, mais aussi pour l'environnement. Par conséquent, fusionner ces unités contribuera à simplifier le système et à créer de meilleures conditions pour un développement équitable. Il serait bon que le Vietnam rationalise ses processus et procédures administratifs et peut-être d'autres procédures à caractère économique. Cela permettra au Vietnam d'attirer davantage d'investisseurs et d'assurer la stabilité de leurs projets au Vietnam. Selon les experts, la rationalisation de l'appareil entraînera certainement des réductions d'effectifs dans le secteur public, ce qui n'est jamais facile. La détermination du secrétaire général To Lam dans ce travail est appréciée par la communauté internationale. Il s'agit d'une politique stratégique et raisonnable à l'heure actuelle. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ce processus a été mis en œuvre rapidement en quelques mois seulement, au lieu de quelques années. Cela témoigne de la détermination du parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du fort consensus du peuple vietnamien. Selon les experts, la rationalisation de l'appareil politique du Vietnam contribuera à améliorer l'efficacité, à stimuler la productivité, à accélérer la croissance économique et à garantir un accès plus équitable aux services publics, contribuant ainsi à créer une société prospère, plus juste pour tous. Au cours des 11 mois de cette année, plus de 410 000 milliards de dong de capitaux publics ont été décaissés dans l'ensemble du pays, soit plus de 60% du plan assigné par le Premier ministre. Afin de garantir l'avancement des projets et d'éviter les gaspillages, les localités accélèrent actuellement le décaissement des capitaux d'investissement public. Tout de suite, état des lieux dans le delta du Mekong. Dans environ une semaine, cette route devrait être asphaltée. Grâce aux efforts des autorités locales et des unités de construction, de nombreux projets similaires ont été rapidement achevés. Cette année, environ 290 milliards de dong de capitaux d'investissement public nous ont été attribués. Jusqu'à présent, nous avons pratiquement réalisé 95% du plan. Nous nous efforçons de revoir les projets et d'accélérer la mise en œuvre des projets importants. Ce travail se fait tout au long de l'année afin d'atteindre l'objectif de décaissement assigné par le gouvernement. Sur le chantier du projet d'autoroute Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng traversant la province d'An Giang, un grand nombre de machines et des centaines d'ouvriers sont mobilisés pour accélérer les travaux de construction. Dans l'esprit de ne reculer devant aucune difficulté, nous avons mobilisé plus de 45 équipements pour pouvoir achever les ponts routiers le long de cette route, d'ici fin décembre. Le rôle des leaders est très important pour pousser l'avancement des projets. C'est une tâche difficile qui exige de la détermination et des mesures efficaces. Le delta du Mekong se voit attribuer chaque année plus de 80 000 milliards de dong du Fonds d'investissement public. Actuellement, de nombreux projets clés sont en avance de 1 à 3 mois par rapport au calendrier. Un décaissement rapide et efficace des capitaux pour les projets d'infrastructure de transport créera une force motrice pour le développement socio-économique dans cette région stratégique du pays. Le chiffre d'affaires des exportations de textiles de cette année a atteint l'objectif de 44 milliards de dollars. Mais selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, la valeur des exportations par commande n'est pas élevée, en particulier dans le contexte de barrières commerciales accrues. Et cela oblige les entreprises à modifier leurs méthodes de production pour s'adapter au marché.
Il s'agit du premier centre de recherche et développement de modèles 3D d'une marque de mode européenne au Vietnam. L'entreprise a été proactive de la conception à la production. La conception 3D aide les clients à voir directement le produit et à choisir en fonction de leurs besoins. Nous avons donc davantage de produits et générons des revenus plus élevés. À l'heure actuelle, le plus grand défi de l'industrie textile reste sa dépendance à l'égard des matières premières extérieures. Au cours des 10 premiers mois de cette année, le Vietnam a dépensé près de 23 milliards de dollars pour importer des matières premières pour les textiles, les vêtements et les chaussures, soit une augmentation de plus de 44% par rapport à l'année dernière. Sans matières premières nationales, sans production fermée et sans écologisation, les entreprises auront du mal à créer de la valeur ajoutée pour chaque produit. Pour qu'une entreprise participe à la chaîne d'approvisionnement mondiale de Decathlon, elle doit se conformer aux évaluations d'approvisionnement et accroître sa compétitivité grâce à la qualité, au prix et au développement vert. Les principaux marchés continuent d'appliquer des barrières commerciales, techniques, environnementales et sociales. Cela augmente également les coûts de mise en conformité, rendant plus difficile pour les entreprises la concurrence sur les prix. Avec les taux d'imposition attendus appliqués à certains pays, les prix des vêtements augmenteront d'environ 20,6%. Les associations et les entreprises de textiles doivent donc améliorer la structure de leurs produits en se concentrant sur le développement de produits à haute valeur ajoutée. Selon les agences commerciales vietnamiennes à l'étranger, la proportion de produits textiles et d'habillement made in Vietnam sur les marchés d'exportation se situe toujours dans le groupe supérieur. Les opportunités sont toujours là si les entreprises savent en profiter. Les entreprises doivent s'associer pour produire conjointement certaines gammes de produits afin d'augmenter la valeur des exportations. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 18 décembre. Selon le rapport sur les tendances du tourisme de décembre publié par l'Association australienne de l'industrie du tourisme, le Vietnam figure parmi les 3 destinations touristiques les plus attractives pour les Australiens. En octobre dernier, près d'1,7 million d'Australiens ont voyagé à l'étranger. Leurs 3 destinations préférées sont le Japon, le Vietnam et l'Indonésie. Le Japon affiche une hausse exceptionnelle de 73,8% sur un an, tandis que le Vietnam et l'Indonésie ont connu une croissance respective de 35,4% et 26%. Ces chiffres reflètent un changement notable dans les préférences des voyageurs australiens, 63,6% des Australiens choisissant de voyager pendant leurs vacances. La fête de Noël approche à grands pas. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Depuis quelques semaines, l'ambiance de Noël règne déjà dans les paroisses et les diocèses de tout le pays. Reportage dans le diocèse de Thái Bình, province de même nom au nord. Cette année, la famille de Monsieur Hoi est l'une des premières familles de la paroisse de Hoàng Sa à avoir achevé la crèche. Depuis 2 semaines, juste à l'entrée de sa maison, elle est splendidement décorée. Chaque année, je crée une crèche d'une manière différente. Cette année, en plus de la crèche, il y a une colline et les 3 rois mages qui descendent de la colline pour adorer Jésus. Dans la cour commune du village, les fidèles catholiques font ensemble une grande crèche. Cette année, la crèche est faite de grands panneaux de bois de couleur. Avec la maquette,
La crèche semble plus belle, plus large et plus élégante. Chaque crèche a sa propre beauté, mais celle-ci est plus moderne. À l'extérieur de la cour de l'église paroissiale, le sapin de Noël de cette année est beaucoup plus rond que d'habitude. Les derniers ballons décoratifs sont accrochés. Les villageois ont une vie meilleure. Plusieurs dizaines de nouvelles maisons ont été construites durant l'année en cours. La hauteur du sapin de Noël signifie les maisons à étages. À l'occasion de Noël, le diocèse de Thái Bình a organisé des examens médicaux. Des cadeaux ont été offerts à plus de 3000 personnes handicapées, qui sont des catholiques, mais aussi d'autres religions et même les non-croyants de la localité. Nous organisons cette activité pour que tout le monde puisse fêter Noël ensemble. Parce que Dieu est venu sur terre pour servir tout le monde, afin que chacun puisse recevoir les meilleurs messages, avoir la meilleure vie et construire sa patrie. Dans le diocèse de Thái Bình, les couleurs et l'atmosphère de Noël se répandent dans toutes les paroisses, signe d'une saison festive pleine de joie, de bonheur et de prospérité pour tout le monde. Selon Future Market Insight, le marché mondial du tourisme musical représente actuellement 6,4 milliards de dollars et devrait atteindre 15,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Au Vietnam, les récents concerts ont montré que le Vietnam est l'un des pays ayant un grand potentiel de développement de l'industrie du divertissement et du tourisme musical et constitue une nouvelle destination attrayante. 70 000 spectateurs en 2 soirées du célèbre groupe de musique Blackpink, 15 000 spectateurs au concert de Westlife à Hanoï. Des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté à la représentation du groupe Imagine Dragons. Au Vietnam, le public vietnamien peut également profiter de concerts de groupes de musique internationaux sans avoir à se rendre à l'étranger. Les performances de groupes de musique internationaux favoriseront le tourisme. Je suis très fière que le Vietnam soit le choix des groupes de musique internationaux pour leur tournée mondiale. Le crash du site web et l'épuisement des billets en peu de temps sont toujours le rêve des organisateurs d'événements musicaux nationaux. Le public vietnamien est informé de l'industrie internationale du spectacle. Ses besoins s'arrêtent non seulement à l'écoute, mais aussi à l'expérience visuelle. Le public vietnamien n'hésite pas à dépenser de l'argent pour venir au concert. C'est une évolution majeure pour l'industrie du divertissement. Les prix des billets sont très élevés, mais toujours complets. Pour les investisseurs, un marché compétitif créera des programmes de meilleure qualité. Les organisateurs d'événements devront être plus professionnels pour améliorer la qualité. Nous avons eu des instructions claires sur le niveau d'investissement et la qualité du programme pour avoir des programmes de haut niveau. Nous avons des instructions pour les artistes qui ont coopéré avec nous pour faire de la VPOP une industrie avancée et professionnelle. Des spectacles professionnels de haut niveau contribueront à renforcer la position de l'industrie du divertissement du pays, à promouvoir le développement du tourisme et de nombreux autres secteurs économiques. Récemment, la docteure Amandine Daba, descendante de la 5e génération du roi Ham Nghi, a fait don au musée des beaux-arts du Vietnam d'un précieux tableau de l'ancien empereur intitulé « Côte de Delhi Ibrahim » à Gers. Cette œuvre est un exemple du style post-impressionniste que l'empereur a poursuivi pendant ses années d'exil en Algérie. À cette occasion, Amandine Daba a également publié la traduction vietnamienne de son livre intitulé « Ham Nghi, empereur en exil, artiste en Algérie ». Le livre apporte une nouvelle perspective sur le roi qui a vécu la majeure partie de sa vie loin de son pays natal. Dans une récente interview avec VTV4, Amandine Daba a partagé ses enseignements de ses recherches sur la vie de ce personnage, un roi qui,
bien qu'il vivait en exil, était toujours dévoué à son pays et à son peuple. Le 12 novembre, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam a organisé une cérémonie pour recevoir la peinture à l'huile Côte de Déli Ibrahim, Angers, du roi Ham Nhi. Cette œuvre a été réalisée en 1908 et représente une scène de campagne près de la résidence de l'ancien empereur à Angers. Le tableau est signé Tu Xuân, le nom que le roi utilisait comme pseudonyme artistique. Nous apprécions beaucoup ce cadeau. Il s'agit d'un geste noble du descendant du roi Ham Nhi. Nous exposons l'œuvre dans l'espace dédié à l'art indochinois, car il existe une corrélation entre l'époque où le roi a dessiné ses œuvres et le développement des beaux-arts indochinois. Ceux qui ont assisté à la cérémonie ont hautement apprécié l'œuvre pour sa valeur artistique et historique. Félicitations au Vietnam pour avoir reçu ce précieux cadeau. Je crois que le public vietnamien qui aime l'art et la culture appréciera cette œuvre d'art ainsi que l'impression de l'Algérie qu'elle contient. Lorsque je vois le tableau du roi Ham Nhi, je suis profondément ému. Ce roi patriote, exilé, est devenu plus tard un artiste. Son histoire est en elle-même vraiment extraordinaire. Bonjour, Dr Amandine Daba. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de la peinture et de la manière dont cette œuvre représente le style artistique ainsi que la personnalité du roi Ham Nhi? Ce tableau est représentatif de son travail puisque Ham Nhi avait pour sujet principal de ses tableaux la nature et les effets de lumière. Et en l'occurrence, ce tableau est un coucher de soleil. Donc nous avons vraiment une étude de l'atmosphère, des couleurs, du coucher de soleil qui était aussi une manière pour lui d'exprimer une forme peut-être de tristesse par rapport à la perte de son pays natal. Vous avez exposé des peintures et des objets du roi Ham Nhi en France. Alors, quel aspect de lui a fait réfléchir le public français? Découvrir l'histoire de l'empereur Han Nhi, ça fait prendre conscience au public français de cette part sombre de l'histoire coloniale. Et les Français sont très touchés par son histoire, par le fait qu'il a été exilé à l'âge de 18 ans, qu'il était encore très jeune. Et ils sont très touchés aussi de la résilience que l'empereur Han Nhi a trouvée à travers l'art. À l'occasion du don de peinture au musée, la docteure Amandine Daba a présenté au public de Hanoï la traduction du livre Ham Nhi, empereur en exil, artiste à Angers. Ce livre de 500 pages a été rédigé par elle sur 10 ans. En 2019, le livre a été publié aux éditions Sorbonne en France. Le livre compte 71 pages de peinture, 12 pages de sculpture et 68 pages de documents d'archives. Qu'avez-vous ressenti lorsque votre livre a été traduit en vietnamien et publié au Vietnam? Je suis très heureuse que mon livre voit enfin le jour dans sa traduction vietnamienne parce que nous l'avons longtemps attendu. Ça a été un très long travail de traduction et je suis d'ailleurs très reconnaissante envers ma traductrice qui a fait un travail exceptionnel pour traduire ce gros livre, comme vous pouvez le constater. Et j'en suis très heureuse parce que je crois qu'il y a une vraie attente du public vietnamien pour mieux connaître leur empereur, notamment du point de vue artistique. Au cours du processus de recherche, y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement impressionné? Je crois que les archives qui m'ont le plus touchée, ce sont les brouillons de ses lettres dans lesquels l'empereur Han Nhi exprime à ses amis ses sentiments, ses émotions par rapport à sa peinture, mais aussi par rapport à l'exil, à la souffrance de l'exil. Et ces lettres qui me touchent le plus sont celles dans lesquelles il exprime non seulement la douleur de l'exil,
mais aussi tout son amour pour la nature, pour la contemplation de la nature, et combien peindre lui permet finalement de donner un sens à son existence. Pouvez-vous partager de vos futurs projets liés aux travaux du roi Hamni? C'est une exposition consacrée à l'empereur Hamgi qui aura lieu au mois de mars au palais Kienchung à Hue. C'est une exposition qui rassemblera 22 tableaux qui sont des œuvres rapatriées au Vietnam, qui sont aujourd'hui conservées dans des collections privées et qui seront donc exposées pour la première fois au Vietnam au mois de mars 2025 avec la fondation Lantin. Encore une fois, je vous remercie pour cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.